Voilà, vous le voyez, les lumières se sont allumées. Ça veut dire que, s'il vous plaît, vous pouvez regagner vos places. Nous allons commencer dans un instant. Nous allons en effet poursuivre notre session 2 interrompue par le déjeuner. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et que vous êtes prêts d'attaque pour reprendre donc cette session 2. Merci donc de vous asseoir et de faire silence pour que nous puissions reprendre. Donc je le disais, nous allons poursuivre cette session 2 sur l'amélioration de la pertinence, retour d'expérience et résultats. Nous allons poursuivre avec 2 interventions et à l'issue de ces 2 interventions, comme précédemment, vous pourrez poser toutes vos questions. Je vais donc vous demander d'accueillir 2 personnes. Tout d'abord, Renaud Bénichoub, gynécologue obstétricien polyclinique Jean Villard à Bruges, et Lise Rochet, professeure agrégée des universités en sciences économiques Paris Panthéon-Sorbonne, École d'économie de Paris, responsable scientifique de la chaire de recherche Ospinomics. Merci de les applaudir tous les 2. Merci beaucoup. Vous vous asseyez juste pour vous relever. Renaud Bénichoub, en effet, donc j'expliquais, vous étiez gynécologue obstétricien. Et non, mais je disais juste que vous allez nous parler d'un exemple de programme français d'amélioration de la pertinence des soins sur la césarienne programmée. Je sais que ce programme montre notamment comment une recommandation de la HAS a été mise en œuvre par les professionnels de santé. Je vous laisse donc le pupitre. Merci beaucoup. Et comme ça, les derniers s'assoient. Voilà. Bonjour et merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi. Ils sont venus me chercher à Bruges, et Bruges, c'est en France. C'est juste à côté de Bordeaux, donc je ne viens pas de Belgique, donc je parlerai en français. Micro. Ah pardon, non, je ne peux pas. Donc voilà, mon but était de ne pas faire le pitre, mais d'essayer de vous intéresser au sujet sur l'amélioration de la pertinence et le retour d'expérience que nous avons mis en place dans cette clinique. C'est une petite clinique. C'est une petite clinique privée à but totalement lucratif où nous pratiquons à peu près 1000 accouchements, et c'est important. C'est une clinique qu'on nomme de niveau 1. Niveau 1, on classifie les endroits de maternité en fonction des niveaux médicaux. Le niveau 1, on prend en charge les patientes à partir de 8 mois, les accouchements à partir de 8 mois. Et nous ne disposons pas de services de néonatologie. Ça, c'est important. À la différence des niveaux 3, comme dans les grands CHU, où en fait, il y a une réanimation pour les mères, une réanimation pour les enfants, et une prise en charge des grossesses à partir de 25 semaines et des naissances à partir de un peu moins de 6 mois. Donc ça, c'est assez important. Nous avons décidé... En fait, oui, excusez-moi. Voilà, vous avez le Pavlov. Voilà. Donc nous avons décidé en 2012 de réaliser une évaluation des pratiques professionnelles, c'est-à-dire que les cliniques, pour être accréditées, ainsi que les médecins, on peut choisir d'être accrédité ou pas par l'HAS. Personnellement, je le suis, et donc je remplis des obligations, et mes obligations personnelles, c'est de déclarer des événements porteurs de risques, et aussi, dans ma structure où je travaille, de réaliser des évaluations des pratiques professionnelles. Donc on nous avait en 2012 demandé un sujet, et de façon volontaire, chaque service pouvait proposer ses pratiques professionnelles. Et donc on a dû trouver un sujet, et le sujet retenu, c'était les césariennes programmées. Et c'est un sujet qu'on avait pris en compte uniquement par le fait que dans la classification des cliniques dans les magazines, comme je ne citerai pas le nom, on nous classe en fonction de notre activité. Est-ce qu'on est les meilleurs chirurgiens? Est-ce qu'on est les meilleurs gynécologues? Et on a eu la chance d'être classé 2e au niveau français dans notre clinique, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on était les plus mauvais en partant de la fin sur notre taux de césarienne. C'est-à-dire que devant, il y avait une clinique parisienne que je ne citerai pas non plus, parce que voilà, et donc nous on était 2e à Bruges. Donc on avait un taux de césarienne à l'époque aux alentours de 30%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France,
dans ces années-là, et encore à l'heure actuelle, la moyenne nationale des césariennes, c'est une césarienne pour 5 naissances, c'est-à-dire une vingtaine de pourcents de césariennes en France, tout en sachant que les césariennes programmées représentent 50% de ces césariennes-là. Donc nous, on partait de très loin, et vu ces résultats assez catastrophiques, on a décidé d'essayer de réfléchir pourquoi on en est là, déjà, et comment on peut l'améliorer. Ça, c'est le principe de l'EPP. Donc, dans le cadre de cette démarche, on s'est appuyé sur... on a adhéré à un programme d'analyse d'amélioration des pratiques des césariennes et on a essayé de reprendre les recommandations pour essayer de faire un questionnaire. Et ce questionnaire, pouvant être informatisé, nous permettra, sur une trentaine de patients, de nous évaluer et de savoir ce qu'on pourrait améliorer. Donc, un programme expérimental d'accompagnement des maternités pour l'amélioration des pratiques a été piloté par la Direction générale de l'offre de soins et la Haute Autorité de Santé et la Fédération française des réseaux de périnatalité avec l'appui des collèges de gynécologie et de sages-femmes. Ce programme expérimental avait pour but de donner des recommandations. Ça avait été recommandé par la Caisse nationale d'assurance maladie qui se rendait compte qu'en France, on était parti sur une mauvaise pente et on augmentait régulièrement le taux de césarienne et on était en train de mimer ce qui se passait dans d'autres pays comme au Brésil où ils sont à des taux extrêmement élevés. En fonction des cliniques lucratives, on est à des taux de 80% de césarienne. Et plus on est pauvre, moins on a de césarienne, plus on est riche, plus on a de césarienne. Donc ils voyaient les choses tourner un petit peu au vinaigre. Et dans ces cas-là, la Caisse nationale d'assurance maladie a demandé à l'HAS d'éditer des recommandations pour pour améliorer les pratiques. C'est ce qu'on appelle les recommandations de bonnes pratiques, avec des recommandations pour la pratique clinique, en association avec notre collège médical, qui est le collège national des gynécologues français. Donc ces recommandations sont toujours disponibles et toujours valides. Elles datent de 2012, donc elles devront être réévaluées, je pense, parce que les choses évoluent, comme l'âge de nos patientes. Au niveau de notre clinique, on se replace à Bruges, dans cette petite bourgade. Nous sommes 7 obstétriciens et on a décidé avec le directeur de l'établissement de mettre en place cette EPP avec une méthodologie et un calendrier. On a créé une grille d'évaluation qui a été informatisée. On a fait une évaluation prospective d'une trentaine de dossiers sur les 6 premiers mois et avec cet outil informatique qu'on a rempli de façon prospective. L'outil informatique, il s'appelle Bluemedi, ça n'a aucun intérêt, mais c'est comme ça. Cet outil informatique reprenait l'âge, les origines géographiques, l'indice de masse corporelle, la taille de bassin des patientes si elle était donnée, s'il y avait une suspicion de gros bébé, je ne vois pas très bien. Si la patiente avait eu une procréation médicalement assistée, la placentation, c'est-à-dire où était le placenta par rapport à la tête du bébé, et si les patientes avaient des pathologies maternelles. Donc ces items, chaque médecin qui programmait une césarienne devait le remplir, et ça nous a permis de faire une petite évaluation. Voilà comment ça se présentait au niveau informatique. Et donc notre situation de départ qui nous a permis de définir nos points à améliorer. Voilà, en fait, dans cette clinique qui faisait 30% de césariennes, ça veut dire que 30% des patientes qui revenaient à la clinique avaient eu une césarienne. Donc il fallait prendre en charge pour leur deuxième enfant ces patientes. Donc on partait déjà avec un gros nombre de patientes déjà césarisées. Et donc sur ces patientes qui revenaient, il y en avait 62% qui étaient recésarisées. C'est-à-dire que c'est sûr que si on part avec 30... Ça va ? Il y a un médecin dans la salle ? Tout va bien. Donc ça veut dire que déjà, il était difficile avec le temps, si les patientes revenaient dans notre clinique, de leur promettre de ne pas être césarisées parce qu'on les recésarisait très facilement. Il y avait aussi, vous voyez, une petite notion qui est un peu différente suivant les pays, mais chez nous, il y avait quand même 7% des patientes qui venaient pour avoir une césarienne sur demande sans indication médicale. C'est quand même beaucoup.
Et on avait la belle réputation de dire que dans cette clinique-là, on acceptait très facilement les césariennes sur demande, donc ce qu'on appelle des césariennes de convenance, qui ne sont pas interdites. Donc, pour améliorer les taux de césariennes programmées, et notre but était d'augmenter le nombre de déclenchements et d'accouchements par voie basse des utérus cicatriciels, donc des femmes qui avaient déjà eu une césarienne. Donc voilà l'évolution des taux de césarienne entre 2010 et 2013, au moment où on a mis en place l'EPP. Donc on partait de près de 30% de césariennes. En 2013, on était à 24%, toujours 4 points au-dessus de la moyenne nationale. Et on se rendait compte, vous pouvez vous voir sur le deuxième schéma, qu'on avait effectivement à peu près 50% de césariennes programmées. Et en 2013, on avait quand même plus de césariennes programmées que de césariennes en urgence, ce qui n'était pas normal. Donc pour diminuer notre but, le but de cette EPP, c'est un but qu'on avait mis en place nous-mêmes sans pression de l'HAS et sans pression d'aucune instance. C'était ce qu'on s'était dit, pour être bon, on va essayer déjà de passer de 24 à 23 et on va essayer de diminuer notre taux de césarienne à peu près 10%. Donc selon, bien évidemment, les recommandations des collèges et de l'HAS. Donc le plan d'action qu'on a mis en place, et ça c'est assez important, c'est un tableau mensuel des taux de césarienne programmés par médecin qui est envoyé par mail à tous les professionnels médicaux ainsi qu'à la direction. Tout ça, ça a une efficacité au niveau local, c'est que quand un médecin sait que ses collègues voient son activité, et ben bizarrement, avec le temps, il se nivelle et il essaye de faire comme les autres. Et ça, évidemment, dans une équipe, eh ben, on ne fait pas tous pareil. Et le problème, c'est d'essayer que tout le monde le reconnaisse. Et là, ça permet effectivement que ça soit écrit. Et tous les mois, ben, on voit qu'il y en a un qui fait 40% de césarienne pendant que les autres, ils en font 10. Et ben, il y a un moment où on se dit, c'est très simple de dire, c'est pas normal. Voilà. Donc ça permet de niveler les choses. Après, on a fait des réunions mensuelles, ce qui ne se faisait pas avant, hein, des réunions mensuelles sur les indications des césariennes programmées. Donc chaque médecin qui arrivait avec son petit lot de césariennes devait présenter le dossier, dire quelles étaient les indications et s'il s'adaptait aux recommandations émises. En plus, il fallait remettre au patient une information sur la césarienne qu'elle allait subir. Cette information était donnée par le collège. Elle est aussi une information très très pertinente et mise en place sur le site de l'HAS en destinée des patients, qui est vraiment bien fait avec des dessins très infantilisants comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi les gens qui dessinent comme ça, mais enfin voilà, vous avez des petites femmes avec des grosses têtes et des pas de main qui vont être césarisées, mais c'est très intéressant. Il y a donc la clinique au niveau local a fait partie des 26 maternités sur 28 d'Aquitaine à répondre favorablement à la demande de l'ARS et du réseau de périnatalité d'Aquitaine d'expérimenter le protocole de l'HAS pour essayer de diminuer et d'être plus pertinent sur les indications de césarienne. En France, il y a eu 153 maternités sur 508 qui ont adhéré à ce programme en même temps, sur les mêmes années, entre 2012 et 2013, pour mettre en place et expérimenter cette étude pilote. Donc on a décidé de changer notre outil informatique, toujours avec le logiciel BlueMedi. Et donc, on a amélioré le questionnaire. Au début, on demandait le poids, on demandait pourquoi. Et là, en fait, on s'est complètement adapté à ce que nous avait donné comme recommandation l'HAS. C'est-à-dire, le principe était de savoir si la césarienne devenait pertinente. Et ça, c'est un mot qu'on n'avait pas, nous, médecins, avant. C'est-à-dire qu'on disait, quelle indication pour la césarienne? Tu penses que tu as raison de la faire, oui ou non? Et là, il ne faut pas répondre oui ou non, je veux la faire parce que je trouve qu'il y a une indication. C'est plus je trouve, c'est est-ce qu'il y a une pertinence à la faire. Et donc, il fallait, par exemple, pour le poids fœtal, qu'on disait qu'il y a une indication de césarienne parce que le bébé est gros. Nous, on s'arrêtait à 4 kg dans nos têtes avant. Et là, en fait, on nous dit ce qui est pertinent, c'est quand ça fait plus de 4,5 kg. Et le 4 kg n'est pas pertinent. Donc, à chaque fois il fallait répondre à toutes ces questions pour chaque césarienne. Et si ce n'était pas pertinent, il fallait le justifier. Donc on le justifie vis-à-vis de l'équipe avec qui on faisait la réunion. Et donc il fallait justifier, dire ok, il ne fait pas 4,5 kg, mais la patiente elle a 52 ans.
Donc, ce sera son dernier enfant. Le bébé est probablement gros, elle a 52 ans. Alors, ça vous choque 52 ans ou pas? Un peu? Ouais, alors 56 ans chez moi pour accoucher donc, ma plus vieille patiente. Donc, j'allais en revenir sur le problème de l'âge des patientes. Donc, une femme de 52 ans qui accouche de son premier enfant, d'un bébé de 4 kilos, est-ce qu'il y a une légitimité à prendre un risque à la césariser ou lui dire « Ah oui, mais pour votre deuxième enfant derrière, c'est plus compliqué si on vous césarise ». Donc, voilà, il fallait le justifier. Ça fait partie des justifications. On avait un gros problème dans cette clinique, et je ne vais pas m'étendre dessus, c'est qu'on est attaché à un centre de procréation médicalement assistée et qu'on est proche de l'Espagne. Et en fait, on a beaucoup de patientes âgées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas obligatoirement dans toutes les maternités. On était un exemple parce qu'on a 1000 fécondations in vitro et on a 1000 accouchements. Mais ce n'est pas que des fécondations in vitro, mais la moyenne d'âge est très élevée. Donc, les collègues qui faisaient beaucoup de césariennes disaient « c'est parce qu'on a des femmes vieilles ». Alors, est-ce que c'est pertinent ou pas? En tous les cas, l'HAS ne prend pas en pertinence l'âge. Donc, ce n'était pas pertinent. Donc, au cas par cas, il fallait remplir ce questionnaire. On remettait ce questionnaire dans le dossier de la patiente et en même temps, on devait dire si on avait donné une fiche d'information à la patiente sur le bénéfice-risque de la césarienne. Ça, c'était très important. Excusez-moi. Donc voilà, par exemple, le suivi mensuel qui nous est envoyé par email à chaque médecin. Et donc, on l'améliore d'année en année depuis la mise en place de cette EPP, où en fait, on a... Alors, ne regardez pas les noms parce qu'il y a le mien. Sur la gauche, vous avez les médecins, vous avez leur nombre d'actes, vous avez le nombre de césariennes qu'ils ont pratiquées par mois, vous avez le nombre des bébés qui sont nés, vous avez le nombre d'accouchements en voie basse, vous avez le nombre de césars programmés, le nombre de césars avant 39 semaines, après 39 semaines, le nombre de césariennes en urgence, etc. Et en fait, ça nous permet, alors ça ressemble à rien, sauf qu'au final, au bout de l'année, eh ben, on se rend compte s'il y a des grosses disparités, si ces disparités ont une raison d'être, parce qu'en fait, les patientes sont de tout venant, on doit avoir les mêmes normalement, donc on devrait avoir à peu près les mêmes chiffres. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe. Les résultats. Donc, ce dispositif mis en place par l'HAS, c'est un dispositif pilote au début, a permis dans 14 régions de mobiliser donc, les 165 maternités volontaires. Le but étant d'inverser la hausse continue des césariennes programmées depuis 10 ans, de réduire le taux de césariennes à terme programmé, de limiter l'augmentation des césariennes en urgence et d'augmenter le taux de césariennes après 39 semaines d'aménorrhée. En fait, avant, quand on programmait une césarienne à terme, on disait « bon, bah, je vais vous la faire à 8 mois parce que je pars en vacances demain ». Alors, actuellement, on ne prend plus en compte les vacances des médecins pour l'indication de la césarienne à cause de l'HAS. Donc, on attend 39 semaines. Merci l'HAS. Donc, on passe, quand on part en vacances, mais c'est le collègue qui va la faire la semaine d'après. Perte de confiance. Voilà les résultats obtenus au niveau de notre clinique. Donc, ce n'est pas les résultats nationaux, parce que nous, on partait de 29,46, magnifique chiffre. Et en 2017, on est extrêmement fiers d'afficher un chiffre toujours en rouge qui se rapproche de la moyenne nationale de 20%. Et on voit qu'à partir de l'EPP de 2013, on a amorcé doucement une pente. Sauf que, vous remarquez, en 2015, on est passé donc de 26 à 27, donc on ne descend pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a eu des changements de médecins. Donc un médecin qui était là depuis de nombreuses années était remplacé par un médecin qui venait d'une autre structure. Et avec un seul médecin, un qui ne fait pas beaucoup de césariennes et un nouveau qui en fait beaucoup, on augmente le taux de césarienne. Donc c'est vraiment médecin dépendant. Et donc à force de temps, ce médecin va se ranger au fonctionnement de l'équipe et va apprendre que on peut discuter des indications de césarienne, c'est pas chacun dans son coin, etc. Et on est redescendu. Une grosse chute entre 2016 et 2017 par l'arrivée d'un nouveau médecin qui, lui, venait d'un CHU avec un taux de césarienne très bas. Et ce médecin-là, effectivement, à l'heure actuelle, alors que c'est le dernier arrivé, a les taux de césarienne les plus bas de l'équipe. Et donc, on veut tous limiter. Ça, c'est par rapport aux césariennes programmées. Vous voyez, on partait d'un 14% de césariennes programmées et on arrivait en 2017 à 10% de césariennes programmées, ce qui est un chiffre tout à fait honorable et qui nous fait extrêmement plaisir.
parce qu'on est toujours un peu au-dessus, mais on est bien. Je vous embête juste 2 secondes pour vous dire que vous avez votre timing juste devant vous. C'est ce qui me reste ou c'est ce que je dépasse? C'est ce que vous dépassez. Ah, excusez-moi. Merci, madame. Regardez. Conclusion. La conclusion, c'est que ce programme d'optimisation a permis de réduire le taux de césarienne programmée, en tous les cas, à notre niveau et aussi dans toute la France actuellement. On n'amorce plus du tout une pente ascendante, mais une pente descendante. Les changements des pratiques ont pu rendre les césariennes beaucoup plus pertinentes et ça nous a appris ces nouveaux mots comme la pertinence que nous n'utilisions pas au quotidien dans notre pratique. Ça nous a permis aussi de donner une information et de mieux informer bien évidemment nos patientes et les couples sur les bénéfices-risques d'un tel geste. On a noté une diminution globale des taux de césarienne alors que l'étude était faite que sur les césariennes programmées, mais une diminution globale. La poursuite de cette démarche d'évaluation est permanente à notre niveau dans notre structure et actuellement nous sommes en train de réaliser un nouvel EPP sur les indications des césariennes en urgence sans attendre l'HAS. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons à présent écouter, il n'y a aucun problème, la présentation de Lise Rochet. Et je rappelle pendant que vous installez que vous êtes professeur agrégé des universités en sciences économiques Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École d'économie de Paris, responsable scientifique de la chaire de recherche Hospinomics. Vous allez nous parler en particulier des nouveaux modes de financement. En effet, nous l'avons déjà vu un petit peu ce matin, le mode de rémunération des établissements et des professionnels joue évidemment un rôle essentiel dans les comportements des acteurs. Alors, comment le levier financier aujourd'hui est-il utilisé à l'international pour favoriser la qualité et la pertinence des soins? Et comment peut-il accompagner le changement des pratiques? Lise Rochet, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci de cette belle invitation et de cette belle journée. J'ai appris beaucoup de choses et j'aimerais reprendre à mon compte une des choses que j'ai entendues ce matin, parce que j'adhère complètement à cette idée qui est que l'impertinence du docteur Jean-Claude Salomon est le meilleur moyen de faire avancer la pertinence. Et je trouve que c'est une remarque que j'ose reprendre à mon compte, puisque souvent, quand on est économiste, on est obligé d'être un peu impertinent. Et je me tourne vers Catherine, avec qui nous avons beaucoup travaillé, et je pense que la question de remettre en cause finalement des modes de fonctionnement, que ce soit les tarifications, que ce soit les pratiques, eh bien, je pense que c'est ce qui permet d'avancer. Et souvent, l'économiste est un peu le poil à gratter, et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité reprendre à mon compte cette citation. J'espère que vous comprendrez l'esprit qui m'anime. Alors, l'approche économique, justement, c'est pas nécessairement l'idée que l'on s'en fait. Souvent, quand on parle d'économie, on pense rationnement, maîtrise des dépenses, réduction des dépenses. Je pense que, en tant qu'économiste, ce qui pour moi est important, c'est d'aller sur la notion de valeur qui était évoquée ce matin par Vikas. Et je pense que la notion de valeur, quand bien même difficile à définir, est quand même beaucoup plus porteuse que la seule notion des coûts. Et je pense que l'idée pour les économistes, c'est de rappeler que si une innovation est plus coûteuse, mais si elle est légitime, donc pertinente, hein, c'est tout l'objet de cet après-midi, de cette journée, eh bien, elle est tout à fait acceptable. Donc, on n'est pas dans la réduction des coûts, on est dans la recherche de la valeur. Je pense que c'est un point important. L'autre dimension importante, c'est qu'il y a une valeur individuelle, bien sûr, aux soins, et puis il y a une valeur collective, c'est-à-dire qu'est-ce que la société considère qu'il est important de mettre dans le panier de biens et services que l'on va effectivement prendre en charge au mieux. Et cette discussion, elle doit être une discussion portée par l'ensemble des personnes qui ont vocation effectivement à rejoindre cette société quelle qu'elle soit. Et puis, et c'est le sujet d'aujourd'hui, et une fois qu'on a un petit peu ouvert sur ces questions plus générales, on en vient à la place des incitations financières pour la pertinence. Et c'est une question, bien sûr, sur laquelle les économistes depuis très longtemps s'interrogent, mettre en place des incitations, qu'elles relèvent de l'incitation financière au sens véritablement concret du terme, ou de l'injonction, ou de la recommandation, et bien quelle que soit la modalité d'incitation, elle aura un impact, bien sûr, ou pas, c'était ce qu'on voyait avec M. Durieux aussi, sur la pertinence. Et la question, c'est de l'utiliser finalement avec discernement. Et pour ce faire,
il nous faut effectivement à la fois prendre la mesure de l'évolution quand même rapide de tout le contexte réglementaire qui a permis finalement d'aller vers des financements innovants. Je rappellerai très rapidement la LFSS sur l'amélioration de la pertinence en 2015, 2017 les CAQES qui sont obligatoires à partir de 2018, et puis un cahier des charges qui est en cours de rédaction pour l'expérimentation de paiement à l'épisode de soins, les bundled payments, qui sont préconisés par la CNAM. Donc on voit bien effectivement que le contexte réglementaire accompagne cette volonté d'aller vers des financements innovants. Alors, l'autre aspect, et pour lequel la HAS a été extrêmement porteuse, c'est de rappeler, comme on le fait aujourd'hui tous les uns et les autres dans cette journée, c'est qu'en fait, cette pertinence des soins n'a de sens que si elle est appropriée, c'est un terme qui n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, s'il y a un engagement, une association de tous les acteurs, que ce soit les patients, que ce soit les professionnels de santé. Et je pense que le travail qui est fait par la HAS, qu'on vient à l'instant d'illustrer sur une réussite, sur ce taux de césarienne programmée, cette recommandation mise en œuvre, je pense que ce travail-là est vraiment le premier pas à faire, qui est de permettre aux uns et aux autres de savoir finalement ce qui doit être fait selon les caractéristiques du patient, les circonstances. Et ce travail est un travail de très grande haleine, de grande qualité, mais aussi difficile à réaliser. Et je souligne, entre autres, l'importance de la gestion des conflits d'intérêts qui est faite dans l'établissement de la recommandation professionnelle et qui me semble être un gage, entre autres, de sa grande qualité. Et puis, toutes les incitations qui sont mises en œuvre depuis de nombreuses années maintenant par la CNAM, avec la ROSP, qui permet effectivement d'aller vers une incitation financière pour des objectifs de santé publique, la prise en charge forfaitaire de parcours avec expérimentation en 2017, la pertinence des prescriptions, autant de mesures qui ciblent des objectifs très précis avec des outils et des leviers qui le sont tout autant. Et puis, bien sûr, ceux qui veillent sur la bonne évolution du système de santé, c'est-à-dire la Cour des comptes, et qui nous rappelle de manière assez systématique, avec un rapport tout récent 2017, qu'il faut aller effectivement au-delà de la maîtrise médicalisée. Et c'est bien ce que l'on fait dans le cadre de ce travail sur la pertinence, le rapport d'Olivier Véran étant là aussi tout à fait éloquent de ce point de vue, avec la nécessité d'une évolution vers des modes de financement qui soient originaux et qui soient innovants pour les établissements de santé. Alors, l'AMEX, là aussi, a bien entendu, en juillet 2017, fourni 2 recommandations importantes. La première, parmi beaucoup d'autres, mais en tout cas celle que j'ai sélectionnée pour aujourd'hui, et dans le cadre de la pertinence, c'est l'importance des outils de mesure de la qualité. Je pense que les questions de Philippe Michel ce matin montrent bien l'importance qu'il y a à avoir des outils de mesure dès lors qu'on met en œuvre des incitations. Et puis, l'autre recommandation qui est d'associer davantage les professionnels de santé et les établissements à la régulation par la qualité et la pertinence. Donc je pense qu'aujourd'hui, le cadre est donné, il est partagé par à peu près tous les acteurs, on vient de les voir tous, et la question c'est effectivement comment avancer. Le dernier acteur, mais qui n'est pas le dernier puisqu'il était le premier dans cette matinée, et j'ai trouvé le film qui a été réalisé absolument extraordinaire, c'est justement de voir que les associations de patients adhèrent tout à fait à la logique de la pertinence des soins, mais à condition que la finalité première reste bien la qualité des soins. Et en cela, je pense que les patients ont tout à fait raison. Et je pense que les économistes qui réfléchissent aux modalités de financement doivent prendre en compte cette dimension, à savoir que le premier objectif est de maintenir la qualité, la sécurité des soins, et bien sûr, tout ceci, effectivement, avec les moyens dont on dispose, qui sont des moyens qui sont bien évidemment limités. Alors, l'enjeu, c'est effectivement de mobiliser à bon escient les incitations financières pour se rapprocher de l'objectif de pertinence sans nuire à la qualité des soins. Et les retours d'expérience très rapides que je ferai dans les minutes restantes, c'est tout d'abord de rappeler une évidence, pardonnez-moi, mais je pense qu'il est important de le redire, il n'existe pas de système de rémunération qui serait neutre sur la pratique médicale, quel qu'il soit, que ce soit la tarification à l'acte dont on a parlé ce matin, que ce soit le système des GHS, quel que soit le système concernant l'hôpital ou la ville, il a bien évidemment un impact. Ce qui est important pour l'économiste, c'est de comprendre en quoi ce système peut justement avoir un impact et comment faire en sorte, finalement, d'évoluer vers des paiements
qui sont de nature mixte. La plupart des travaux théoriques qui ont été menés par les économistes nous rappellent qu'effectivement, dès lors qu'il y a toujours un impact, eh bien, la façon d'essayer de gérer finalement les impacts, c'est d'avoir des modes de tarification mixtes qui vont pouvoir à la fois associer une tarification de type forfaitaire avec une tarification à l'acte, ce qui permettra en partie de juguler les effets négatifs d'un système de tarification. Alors, toujours dans ces enseignements, on sait aussi, et depuis très longtemps, que les incitations financières sont un double tranchant. Nous avons tous ici, et bien sûr dans tout le cadre de la santé, une importance très forte à ce qu'on appelle les motivations intrinsèques. Bien faire son travail en tant qu'universitaire, c'est bien sûr ce qui m'anime. En tant que médecin, infirmier, professionnel de santé, c'est aussi ce qui nous anime. Tout ceci indépendamment de la rémunération que nous allons recevoir. Et puis, il y a aussi, comme c'était rappelé ce matin, des incitations financières, donc des motivations qui sont extrinsèques, qui vont jouer. La question étant de savoir quelle est la part respective de l'une et de l'autre dans chacun d'entre nous et dans le système de santé tout particulièrement. Donc, c'est important de les prendre en compte et de faire en sorte de mettre en œuvre des incitations qui respectent l'importance des motivations intrinsèques. De la même façon, de manière très rapide sur le retour d'expérience sur ce qui a pu se faire à l'étranger en général, on voit que tout système de rémunération fera l'objet de comportements stratégiques qu'on appelle de gaming, qui vont permettre de contourner d'une façon ou d'une autre la réglementation et dont les effets ne peuvent pas tous être anticipés. Donc ceci, bien sûr, peut conduire, par exemple, si l'incitation financière porte sur l'équipe, à ce qu'on appelle du free riding, c'est-à-dire que certains, finalement, vont beaucoup travailler et d'autres beaucoup moins. Et puis, si les incitations financières portent sur l'individu, alors c'est le risque d'une moindre coopération entre les membres de l'équipe. Donc vous voyez bien que tout ceci, effectivement, a de l'importance dans les choix que l'on va faire. Donc, pour aller vers des modes incitatifs qui soient respectueux des missions premières des professionnels de santé, ce que tout économiste souhaite effectivement mettre en œuvre, il va nous falloir penser à co-construire de manière explicite le schéma de rémunération avec les professionnels de santé. C'est tout à fait la voie qu'a choisie dès le départ la Haute Autorité de Santé, et je pense que c'est sur cette voie qu'il faut continuer. Il faut, par ailleurs, et ça c'est beaucoup plus compliqué à faire, définir les conditions de partage des gains. Si on parle de gains de productivité et qu'on motive les acteurs avec ces gains de productivité, il faut dès le départ être très clair sur la façon dont on va les partager avec ceux qui les auront générés dans leurs services, par exemple. Ceci est plus compliqué à obtenir. Il faut aussi mettre en place des mécanismes qui empêcheront la sélection, choisir certains patients plutôt que d'autres, la réduction de la qualité, autre effet délétère d'incitation financière, voire même la substitution vers des activités qui seraient moins productrices de santé. Tout ceci demande de la mesure, au sens de mesure des résultats qui nous permettent de nous assurer que la qualité n'a pas été modifiée ou qu'il n'y a pas eu substitution vers d'autres types d'activités moins productrices de santé. Il faut aussi mettre en œuvre des systèmes fiables d'indicateurs, et c'est tout à fait lié à ce qui vient d'être dit, qui soient consensuels, c'est-à-dire qu'on puisse s'entendre sur le choix de l'indicateur, que ce soit des indicateurs sur le process, mais aussi et de plus en plus sur le résultat. C'est tout le travail qui est mené là aussi à la Haute Autorité de Santé sur la mesure des résultats, qui a beaucoup plus de sens, bien sûr, en tant que mesure d'efficacité. Et enfin, et je l'ai déjà dit, préférer donc l'équipe pour le portage des incitations financières plutôt que l'individu. Et pour conclure et rester parfaitement dans les temps, je crois, un petit exemple d'intérêt, à savoir un exemple suédois, donc loin de moi l'idée dans les quelques minutes imparties de vous faire le panorama complet de tout ce qui a pu être fait sur ces sujets. Vous avez une petite référence à une revue littérature donc, qui est disponible sur le site de Spinomix et qui justement a pour objectif de faire une revue littérature sur ce sujet. Mais vous avez ici un dispositif qui a été mise en avant à plusieurs reprises et tout particulièrement par la CNAM pour avoir réussi finalement à la fois des gains de productivité, des baisses de coûts moyens, réduire les délais d'attente, baisser les taux de complications. Donc vraiment un exemple qui est plutôt un exemple de succès. La question étant, et c'est celle qui est ouverte aujourd'hui dans le cadre des discussions sur l'expérimentation,
de la tarification à l'épisode de soins, c'est de savoir si on peut transposer tous ces éléments qui ont donc été menés avec succès en Suède dans notre beau pays. Merci beaucoup. Merci Lise Rochet. Merci également pour votre ponctualité. À vous maintenant, on va de nouveau vous laisser la parole. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Les hôtes et hôtesses sont parmi nous et c'est assez rare pour le souligner. Et je vois déjà une question. Madame ? Formidable, en plus vous êtes, et je pense qu'on peut l'applaudir, vous êtes madame, la deuxième dame après madame à avoir parlé depuis ce matin. Nous nous sommes fait la réflexion, il y a très peu de femmes qui parlent, donc bravo. Mais madame l'avait fait ce matin et c'était incroyable, ça m'a fait remarquer à quel point il n'y avait qu'une seule dame qui avait parlé. Bien, eh ben, merci de me passer la parole. Je suis Magali Léo, je représente ici l'association Rénalou, qui est une association de patients atteints d'insuffisance rénale, des personnes qui sont transplantées ou dialysées. Je me permets une petite question au sujet de la pratique de la greffe en France. Vous le savez, la greffe est le meilleur traitement pour les patients dont les reins ne fonctionnent plus. Elle améliore largement la qualité et l'espérance de vie des malades, notamment par rapport à la dialyse. Et le coût de la greffe est nettement inférieur par rapport au coût de la dialyse. La HAS a déjà expliqué et préconisé que la greffe devait être le traitement majoritaire de l'insuffisance rénale. Et pourtant, la dialyse reste privilégiée, et notamment la dialyse non autonome. Alors, les conditions de financement de la dialyse sont responsables de ce recours excessif, disproportionné à la dialyse par rapport à la greffe. Elles conduisent également à ce que la solidarité nationale subventionne des pratiques qui ne sont pas en tout cas les plus pertinentes et les plus en adéquation avec l'intérêt du patient. Donc c'est un sujet à 4 milliards d'euros par an, qui concerne 80 000 patients en France. 80% de ces 4 milliards d'euros sont aspirés par la dialyse. Donc ma question est la suivante. Madame Rochet notamment, en quoi la science médico-économique pourrait-elle aider à situer ce sujet en haut de l'agenda et plus généralement, comment la HAS pourrait œuvrer à ce que les modes de financement évoluent de façon à privilégier et à promouvoir les bonnes pratiques et la pertinence des soins dans l'intérêt des patients. Merci beaucoup pour votre question. Alors c'est un sujet que je connais bien pour y avoir travaillé par le passé à la HAS, et c'est aussi un sujet que j'ai eu l'occasion de reprendre dans le cadre des travaux menés par la chaire Ospinomics, puisque on a un programme d'éducation thérapeutique dans ce domaine, et on a eu l'occasion de rencontrer des personnes, des responsables des Rénalou, justement, pour essayer de réfléchir ensemble à la façon dont on pourrait construire une évaluation économique qui permettrait de prendre en compte les préférences des patients et qui pourrait sous-tendre une réflexion sur la réforme des modes de tarification. Donc je pense que l'objectif de l'analyse économique ici, c'est de dépasser effectivement le seul différentiel de coût pour aller sur une analyse plus globale qui permettra de montrer la valeur pour les patients en termes de qualité de vie, bien sûr. Donc je vous rassure, on travaille sur ce sujet et c'est un très beau sujet aussi. Une autre question, allez-y. Bonjour, la question est pour mon collègue gynécologue. Il y a 1% de risque de rupture utérine après un utérus cicatriciel. Vous le dites ça à la patiente, d'après vous, elle va demander quoi? Elle va demander une césarienne. Comment faire? Si je lui dis qu'elle a 1% de risque de rupture utérine? Pendant le travail, oui. Ouais. Donc la question est, si on dit à une femme que quand elle a déjà eu une césarienne, lors de sa deuxième grossesse, elle a 1% de risque de rupture utérine, donc la question est du monsieur, qu'est-ce que la patiente va demander? Sa réponse, dans votre sens, ce serait qu'elle demanderait une césarienne, c'est ça? Exact. Voilà. Moi, je leur réponds, si vous ne voulez pas avoir de soucis, il ne faut pas être enceinte.
Parce que si on commence comme ça, et le médecin a cette force de montrer aux gens tout ce qui peut être noir. Et si on passe notre temps à essayer, on a cette force-là de leur dire moi, à votre place, je ne prendrai pas le risque. Si vous voulez un enfant en bonne santé et vous ne voulez pas mourir, surtout demandez une césarienne. On a trop fait ça. On leur a trop fait, et je pense que maintenant, il faut vraiment essayer d'éclairer, mais éclairer pas que en donnant des chiffres, parce que là, quand vous le donnez cette façon de faire, il y a une façon d'orienter les choses. Et donc, on ne doit plus trop orienter les choses dans ce sens-là, je pense. Une question là-haut ? Oui. Oui. Bonjour. Vincent Le Taillandier, ex-IGAS, une question au docteur Bénichou également. Vous avez expliqué que l'évolution de taux césarienne a été conduite par l'équipe d'obstétriciens. Il y a une discussion collective. Est-ce que la question de la perte d'honoraires a été posée? Parce qu'au fond, réduire le taux de césarienne, c'est réduire des actes chirurgicaux. Réduire des actes chirurgicaux dans une clinique, c'est réduire des honoraires. Comment la question a été posée? Alors ça, c'est une très bonne question, et je vais y répondre très simplement. C'est plus un problème de congés et d'heures de retour chez soi que d'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant de nombreuses années, le prix d'une césarienne est exactement le même que le prix d'un accouchement par voie naturelle. Ça a été mis avant, c'était plus cher. Maintenant, ça a été mis en place justement pour plus qu'il y ait ce problème-là. C'est-à-dire que le médecin gagne plus d'argent en faisant ça. Et je réponds à votre question en disant que là, il y a un gros problème avec les mutuelles à l'heure actuelle, parce que le prix est exactement le même. Par contre, une patiente qui a un dépassement d'honoraires sur un accouchement ne sera pas remboursée si elle accouche par les voies naturelles par sa mutuelle, mais sera remboursée si elle accouche par césarienne. Ça, c'est une décision de certaines mutuelles, parce que césarienne égale chirurgie. Bizarrement, pour nous, les obstétriciens ne sont pas tous chirurgiens, et pourtant ils font des actes chirurgicaux. On n'a pas besoin d'être chirurgien pour faire une césarienne, je le rappelle à tout le monde. Hein. Voilà. Donc en fait, là, il y a un nouveau problème qui vient d'apparaître, et voilà, c'est à prendre en compte, effectivement. Mais le chirurgien, c'est plus par rapport à l'heure à laquelle il va rentrer chez lui. La césarienne lui donne l'heure de son retour à domicile, l'accouchement, il ne sait pas à quelle heure il va rentrer. Une autre question? Oui, une dame là-bas. Roselda Festin, référente santé UFC que choisir et représentante de l'association d'établissements publics. C'est par rapport à M. Bénichou, je connais bien la néonate pour en avoir fait 20 ans en niveau 3. Et je voulais vous demander si le fait que vous soyez une maternité de niveau 1 et de faire cette EPP en fait, vous a un petit peu sectorisé dans les grossesses essentiellement non à risque. Et est-ce que le transfert de certains bébés nécessaires ensuite a influencé votre évaluation ou pas? Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, on s'est rendu compte dans les études avec de l'HAS qu'en fait, les maternités de niveau 1 font plus de césariennes que les maternités de niveau 3 qui, eux, gèrent les grossesses à haut risque. Ça, c'est très important. Et effectivement, le problème des maternités de niveau 1, c'est que quand on prend une décision tardive ou trop lente de césarienne, on s'expose à avoir une souffrance fœtale qui va nécessiter de transférer le bébé dans un niveau où il pourra être pris en charge et donc de séparer la mère et l'enfant. Surtout en cas de césarienne, bien évidemment. Donc en fait, c'est ce qui pousse certaines maternités de niveau 1, et potentiellement un peu la mienne, de dire que si on veut diminuer le risque de séparer la mère de l'enfant et d'éviter le risque de souffrance fœtale, on aura plus vite recours à la césarienne. Et effectivement, c'est pourquoi les maternités de niveau 3 ont des taux de césarienne plus bas, parce qu'eux ne séparent pas les mamans des bébés et ne transfèrent pas les bébés. Donc ils diminuent et ils vont pouvoir courir plus de risques. On avait dans l'étude en Aquitaine une maternité qui posait un grand problème à l'HAS. C'est une maternité dans la région qui avait 10% de taux de césarienne quand la moyenne nationale était à 20%. Et ça choquait plus l'HAS que la maternité qui était à 29%, parce qu'en étant très bas dans les taux de césarienne, on n'avait pas l'évaluation du taux de transfert des bébés et le taux de souffrance néonatale de ces enfants. Donc est-ce que cette maternité exposait plus les enfants à un risque que les maternités qui avaient un taux à 20%?
Donc voilà, effectivement, c'est à prendre en compte, le niveau est à prendre en compte. Une autre question? Oui, Madame. Bonjour. Édith Dufay, je suis pharmacien. Je voulais relater, je pose la question à Madame Rochex, je voulais relater le fait que les médicaments dans les établissements de santé sont achetés consécutivement à des appels d'offres réalisés par des groupements de commandes. Les prix obtenus sont des prix très très souvent inférieurs, de 1,3 à 11 fois le prix qui existe en ville. Pour autant, dans le cadre de votre CAQES, enfin du vôtre, du nôtre, de celui que nous allons tous avoir le sentiment de subir, même si on peut comprendre le bien fondé, dans le cadre de ce CAQES, nous, pharmaciens, devons inciter nos médecins, au moment où ils prennent en charge les patients dans les urgences, au moment où ils les voient en consultation à l'hôpital et au moment où ils quittent l'établissement, de changer leur prescription et de prescrire conformément aux exigences que sont la prescription des génériques et des biosimilaires, qui ne sont pas forcément moins chers que les médicaments Princeps achetés dans l'établissement. Alors, ces médecins ne peuvent pas s'appuyer sur un système d'information, vous le savez bien, ils sont immatures et ne leur permettent pas de changer leur prescription en fonction des produits. En conséquent, ils doivent avoir dans leur tête les éléments financiers qui leur permettent de prescrire conformément pour obtenir un taux de prescription de génériques et de biosimilaires conforme à la moyenne régionale ou encore mieux à la moyenne nationale. Ma question est, est-ce qu'il n'existe pas un système plus simple pour arriver au même résultat qui est de diminuer le coût des médicaments? Le premier, pour ma part, serait de fixer un tarif unique entre la ville et l'hôpital. Comment, j'en sais rien, je ne suis pas une économiste. Mais je pense que ça serait déjà une des premières choses à faire. Il n'est pas normal de retrouver des différentiels de coûts aussi importants. La deuxième chose, c'est que je pense que le comité économique de santé devrait se pencher sur le coût des médicaments qui sont fixés, les coûts de remboursement et sollicités par l'industrie pharmaceutique. Je comprends très bien qu'on doit valoriser la recherche, mais pour autant, à un moment donné, le dernier médicament de la sclérose en plaques coûte 1 800 € par mois le traitement. Je rappelle, pour ceux qui ont un peu d'ancienneté, qu'il s'agit d'une vitamine qu'on appelle la biotine et qui coûtait très précisément 18 francs 30 en 1983. Donc on a un peu de mal à comprendre ces différentiels de coûts et je pense qu'au niveau des comités qui les fixent, il doit y avoir une étude pour uniformiser ces coûts. Je pense que, comme dirait Philippe Michel tout à l'heure, les 3% de frais administratifs seraient considérablement diminués si on n'avait pas besoin de réaliser dans chaque établissement de santé ces appels d'offres. Et les GHT n'y changeront rien. Donc, ne pensez-vous pas qu'on pourrait faire plus simple ? Je suis assez mal placée pour vous répondre, n'ayant strictement aucune responsabilité, que ce soit au niveau d'un ministère, de la Haute Autorité de Santé ou d'une autre structure. Et par contre, je pense que l'idée de la simplicité est quand même celle qu'il faut mettre en avant. Je pense que c'est un des objectifs, en tout cas, du Comité économique des produits de santé avec lequel je suis amenée à travailler de manière assez régulière dans le cadre d'un atelier technique auquel je vous invite, si vous le souhaitez, pour que vous puissiez partager cette expérience en direct avec les membres du CEPS. Je pense que la question de l'harmonisation entre la ville et l'hôpital est une question majeure
qui n'est pas aussi simple à résoudre que ce que l'on pourrait imaginer, qui est bien sûr présent dans les esprits. La question des marges et de la négociation qui est faite, donc je participe un petit peu à la discussion par l'intermédiaire de l'AGEPS, à l'assistance publique qui fait ce travail de négociation que vous menez par ailleurs dans votre établissement. Je pense que ceci n'aide pas à la simplification, puisque chacun des hôpitaux se garde bien de dire à l'autre quel est le prix qu'il a obtenu. Donc admettez que ce manque de transparence entre les hôpitaux fait que c'est aujourd'hui extrêmement difficile, mais c'est un débat qu'on aura, parce qu'il est extrêmement pointu, et je ne sais pas si il est finalement d'intérêt pour tous ceux qui sont ici, mais je serais contente qu'on puisse continuer à en discuter. On est dans un système qui est opaque, dans lequel personne ne sait véritablement le prix qui est payé à l'hôpital. Et donc, mettre en place un système de tarification qui soit unique ville-hôpital passe déjà par une simplification de la façon dont les tarifs sont fixés à l'hôpital. Donc, je pense que c'est un premier pas. Et donc, je vous invite à en discuter avec grand plaisir par la suite. Allez, une dernière question. Madame, et puis il y avait monsieur. Là. Catherine Krenebert, moi je suis gynécologue obstétricienne dans une maternité de type 3. Je voulais quand même réagir un tout petit peu sur les risques pris pour l'enfant dans les centres de type 3 avec la sécurité qu'apporterait un service de néonat. Je ne crois pas qu'on prenne plus de risques parce qu'on va pouvoir prendre en charge les enfants tout de suite. Par contre, il y a quand même des risques à faire des césariennes non justifiées avant 39 semaines pour les enfants. Le risque de détresse respiratoire pour une césarienne faite avant le travail, c'est montré. Et en type 1, on pourrait être conduit à devoir transférer des enfants pour des détresses respiratoires consécutives à une césarienne faite trop tôt. C'est une première chose. Et j'ai vu que dans les données du collègue de cette maternité, vous avez analysé vos césariennes en urgence en fonction des codes rouge, vert, etc. C'est-à-dire des délais avec lesquels vous réagissez à l'urgence pour faire la césarienne. Je ne suis pas sûre que ça puisse être fait partout. Et un des problèmes, par exemple, sur les risques que comporte la césarienne quand il n'y a pas d'obstétricien sur place ni d'anesthésiste, ce qui est le cas de façon tout à fait réglementaire pour une maternité qui fait moins de 1500 accouchements. L'équipe obstétrico et anesthésique n'a pas l'obligation d'être sur place, ce qui peut, on comprend très bien, allonger les délais et conduire les collègues des maternités de type 1 à se dire on va faire la césarienne quand l'équipe est sur place. Et ça existe aussi en type 3 pour les prises en charge où on sait qu'on a un gros risque hémorragique, si on doit programmer. Voilà. Donc, je ne crois pas qu'on prenne plus de risques en type 3 par rapport aux enfants. Ça, c'est sûr. Et c'est pas pour ça qu'on fait moins de césariennes. C'est pas que vous en prenez plus de risques, voilà, c'est que probablement, on a l'impression dans les niveaux 1 d'en prendre moins. C'est que nous, ouais, c'est ça. C'est pas vous qui en prenez plus. C'est plutôt nous dans le sens, on se dit, si on passe à côté, le bébé va être transféré et on aura les boules après. Et donc, dans ces cas-là, on se dit, en type 3, on ne se pose pas cette question. C'est pas que vous prenez plus de risques. Nous, on n'a pas envie d'en prendre plus. C'est ça. Et j'insiste sur les problèmes de délai et de fait d'être sur place ou pas, parce que les maternités de type 1 qui font plus de 1500 accouchements et qui ont une équipe sur place font moins de césariennes que quand l'équipe n'est pas sur place. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Il y avait une question de monsieur, s'il est toujours d'actualité. Il est devant, deuxième rang, s'il vous plaît. Si vous pouvez lever la main pour qu'il vous voie. Voilà. Une question à mon collègue gynéco. Moi, je suis médecin généraliste. J'ai été intéressé par ta présentation, par la méthode que vous avez employée. Ça nécessite quand même une direction, un ingénieur méthode, un système d'information quasiment fait sur mesure. Moi, je suis dans un pôle de santé, trentaine de professionnels. Est-ce que vous pouvez rapprocher le micro de votre bouche? Parce que personne ne vous a entendu. Vous pouvez reprendre depuis le début, je veux bien, s'il vous plaît. Je pense qu'on ne vous a pas entendu. Je vais reprendre depuis le début, pardon. Je vais essayer de parler plus fort et plus près du micro. Donc, non, je disais que j'avais été très impressionné par les résultats de notre collègue gynéco. Moi, je suis médecin généraliste dans un
pôle de santé d'une trentaine de personnes dans le département de l'Ain. Dans cette histoire de méthode et d'amélioration des pratiques, il y a eu quand même l'aide d'une direction hospitalière, d'un ingénieur méthode, d'un système d'information complètement construit sur mesure, ce qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Vous avez des staffs réguliers. Est-ce que ces staffs, du coup, qui a pris en charge toute cette partie de logistique nécessaire, indispensable? En fait, il n'y avait absolument rien avant. C'est-à-dire que l'outil, c'est un outil existant informatique, mais qui ne servait pas à ça. C'est sur une décision de c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est moteur, et du moteur, on va jusqu'à la fin. C'est-à-dire que personnellement, j'ai été moteur de l'histoire, parce que je venais d'un niveau 3 avant, pendant de nombreuses années, et je suis passé en niveau 1, et ça a été un peu... j'ai trouvé que la pratique n'était pas adaptée, et c'est là où j'ai été moteur, en disant, voilà, il va falloir qu'on fasse ça, qu'on s'inscrive dans une démarche d'amélioration des pratiques. On a l'informatique, il faut l'utiliser, on est tous capables de l'utiliser, parce que tous les jours, on est sur des ordinateurs, et ça paraît pas très compliqué. Donc, en demandant à l'ingénieur, ils ont réussi à faire quelque chose. Et les réunions dans des petites cliniques, effectivement, de niveau 1, de province, il n'y en avait pas beaucoup. Donc les staffs n'existaient pas. Donc on a dû mettre en place les staffs. Des staffs mensuels, on s'est retrouvé à des staffs tous les lundis, etc., etc. Mais c'est vrai qu'on est parti d'à peu près rien. Donc il faut qu'il y ait toujours un moteur qui lance l'affaire. Et après, tout le monde est bizarrement très fier de ce qui s'est passé. Mais s'il n'y a pas d'initiation, il n'y a rien, quoi. Voilà. Et donc on a pu prendre en marche l'initiation de l'HAS, et on a eu une chance, c'est qu'elle était concomitante de la démarche qu'on avait mis en place. C'est-à-dire qu'on a commencé, mais l'HAS est arrivé en même temps, en fait, et c'est ça qui nous a permis d'aller jusqu'au bout. En fait, je pense que s'il n'y avait pas eu l'histoire de l'HAS, peut-être qu'au bout de 6 mois, on aurait laissé tomber. Merci beaucoup, Renaud Bénichou, merci beaucoup. N'arrêtez pas la discussion quand on commence à toucher aux choses chaudes et brûlantes. C'est brûlant. Pour ce qui concerne le fonctionnement du comité économique des produits de santé, il faut quand même qu'on sache que l'opacité est quelque chose qui est réglementaire. C'est-à-dire que l'opacité est imposée pour pouvoir justement avoir de nombreuses situations où on paye très cher des choses qui n'en veulent pas. Ce que vous avez dit concernant la vitamine qui valait 1,50 franc et qui après valait 1800 francs, c'était exactement ce qui se passe quand le comité économique des produits de santé, sous l'autorité de 4 ministères différents, prend des décisions qui sont contraires à l'intérêt collectif, mais qui sont parfaitement congruentes avec l'intérêt des industriels qui contrôlent le système. C'est-à-dire que faire que chaque discussion d'un pays à l'autre soit opaque pour les autres, c'est exactement comme si on demandait à quelqu'un de se battre en duel avec les mains liées dans le dos. Alors, cette manière de gérer les prix faciaux en maintenant ce que l'on appelle les ristournes permet justement d'avoir ces situations parfaitement irrégulières et scandaleuses. Alors, on peut nous dire, mais après tout, ça n'est jamais qu'un exemple de fonctionnement d'un paradis. Alors, il ne sera pas fiscal, celui-là, d'un paradis des prix. Mais oui, il y a un paradis des prix pour ce qui concerne les médicaments que l'on met sur le marché au moment où la discussion du prix facial, qui doit être public, va être prise. Merci, monsieur. Il n'y avait pas de questions. Merci à vous, en tous les cas, d'avoir participé à ce colloque aujourd'hui. On peut les applaudir. Merci beaucoup.